Il est 10h ici à Paris, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi. Une vague très impressionnante de violence au Mexique après la mort du chef de l'un des plus gros cartels de drogue lors d'une opération militaire. Des hommes armés ont semé la terreur dans plusieurs des États du pays. Certaines compagnies aériennes, notamment nord-américaines, ont annulé leur vol vers le Mexique. Elle est de saison, mais à cette ampleur, c'est du quasi jamais vu. La neige va paralyser une bonne partie du nord-est américain et à New York, la tempête est si forte que les autorités ont interdit les déplacements dans la ville la plus peuplée des États-Unis. Et puis ça fera 4 ans demain que la Russie a lancé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine et Kiev a passé le week-end sous les bombes, attaques massives de missiles et de drones russes sur la capitale, mais aussi sur Kharkiv. Cette nuit, ce sont 3 Ukrainiens qui ont été tués dans la région de Zaporijjia et d'Odessa. Et c'est une semaine spéciale qui s'ouvre sur France 24 alors que l'Ukraine donc va entrer demain dans sa 5e année dans la guerre. Avant d'entendre demain sur ce plateau les Ukrainiens qui vivent l'enfer depuis février 2022. Un grand entretien aujourd'hui avec l'un des plus grands spécialistes français du fait guerrier, l'historien Stéphane Audouin-Rousseau. Dans son dernier essai, il alerte les Européens sur le déni dans lequel ils vivent depuis longtemps, qui les empêche et d'être à la hauteur du moment, mais aussi de voir ce qui les attend. Ukraine, le déni européen, question posée ce matin donc à Stéphane Audouin-Rousseau, c'est Parlons-en et c'est parti. Stéphane Audouin-Rousseau. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Historien, spécialiste du fait guerrier et de la Première Guerre mondiale, directeur d'études à l'EHESS, président du Centre international de recherche de l'historial de la Grande Guerre. Notre déni de guerre qui vient de sortir donc aux éditions du Seuil, vous l'avez écrit en décembre dernier, 60 pages dans lesquelles vous démontrez pourquoi, selon vous, l'Ukraine a perdu la guerre. Pourquoi les Européens refusent de le voir comme ils ont refusé de voir qu'elle allait avoir lieu il y a 4 ans et ce faisant, refusent aussi d'envisager un conflit possible avec la Russie. Ce sont des idées que vous défendez depuis un moment déjà, que vous aviez déjà présentées au Sénat, je crois, il y a quelques mois. Pour comprendre pourquoi vous en arrivez à ces propos qui peuvent choquer, on reviendra sur les réactions qu'ils suscitent, il faut revenir à quelque chose qui ressemble à une espèce de faute originelle, selon vous, un excès de sérénité dans lequel nous vivions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout depuis la chute de l'URSS, l'idée selon laquelle nous avions éliminé la guerre. Oui, c'est évidemment douloureux de le constater aujourd'hui après coup. Je crois que Je vous interromps une seconde, excusez-moi, nous avons un problème de son. Pour régler ce problème de son, nous allons regarder un reportage tourné par nos confrères de France 2 qui fait écho précisément aux propos qu'on va tenir ensemble sur ce plateau dans un instant. Reportage tourné à Kramatorsk, très grande ville de l'Est ukrainien qui connaît, comme tous les Ukrainiens, ces 4 ans de guerre. Et on va en reparler juste après avec Stéphane Audouin-Rousseau. Scène de chaos lorsque nous arrivons à Kramatorsk. Un drone russe vient de s'écraser sur une station essence. La ville est en alerte. Un peu plus tôt, 2 bombes planantes ont dévasté ce quartier résidentiel. La frappe a fait 1 mort et 9 blessés. Alors que les habitants s'activent pour tenter de réparer les dégâts, dans le ciel, une nouvelle menace. Un drone kamikaze nous survole. Nous devons nous cacher dans cet immeuble détruit. Vous volez bas, là ? Oui, bas, très bas. Dans ce bâtiment en ruine, nous rencontrons Anna. La retraitée a tout perdu. Dans son regard, le désespoir. Je pense qu'ils veulent nous faire peur, pour qu'on parte. Pourquoi sinon ? Mais je n'ai nulle part où aller. Kramatorsk, c'est l'une des dernières grandes villes du Donbass, encore sous contrôle ukrainien. Mais les Russes se rapprochent. Ils sont à 15 km. Les frappes de drones sont désormais quotidiennes. Pour limiter les risques, nous sommes équipés d'un radar. Il faut bouger, il faut bouger. Cet appareil capte les images filmées par les drones qui attaquent la ville.
Sur cet écran, on peut voir ce que filment les drones russes qui survolent la ville. Et là, on vient juste de voir la ville de Kramatorsk. Dans ces conditions, la règle numéro 1, c'est d'aller se cacher pour se mettre à l'abri. Alors que nous cherchons où nous abriter, le drone quitte le secteur. C'est bon, il s'éloigne. Mais les radars ne suffisent pas à éviter toutes les menaces. Certains drones sont indétectables. Nous suivons un soldat. Il nous emmène dans ce champ, situé à l'entrée de la ville. Vous voyez les lignes là-bas? C'est de la fibre optique. C'est russe? Oui. Les drones à fibre optique n'émettent aucun signal. Impossible de les repérer. Quand tu l'entends arriver, c'est qu'il est très proche. Et donc c'est trop tard? Oui. Protéger le ciel. C'est l'une des missions prioritaires de l'armée à Kramatorsk. Partout aux abords de la ville, des pick-up équipés de mitrailleuses. Vitesse 150, il vient vers nous. Ces soldats doivent abattre le plus de drones possible. Là, un Shahed. Un drone russe approche. Il vole extrêmement bas pour échapper au radar et passe au-dessus de nos têtes. Les balles effleurent le drone, mais impossible pour ces militaires de le stopper. J'aurais aimé le détruire, mais vous l'avez vu, tout se passe tellement vite. C'est pourquoi chaque drone abattu est une victoire. Entrer dans Kramatorsk, c'est l'objectif principal de Moscou. La Russie veut que l'Ukraine abandonne cette partie du Donbass en échange de la paix. Mais de quoi on parle? On vit ici, on a grandi ici, nos parents aussi. Cette terre, elle est à nous, depuis des générations. Elle appartient aux enfants ukrainiens. On ne peut pas partir. Sinon, pourquoi nos gars sont morts? Rester jusqu'au bout. Un choix difficile. Plus de la moitié des habitants de Kramatorsk ont déjà été évacués. Ceux qui restent vivent désormais au rythme des alertes. Voilà, on va reprendre le fil de notre discussion, Stéphane Audouin-Rousseau, mais c'est intéressant d'avoir vu ce sujet à l'instant car il illustre une réalité de la guerre, celle que vivent les habitants de Kramatorsk comme tous les Ukrainiens depuis 4 ans, réalité qu'on aurait voulu oublier. On pensait, nous, Européens, que la guerre n'existait plus. Oui, c'était évidemment une perspective réjouissante. Depuis 1945, nous, les Européens de l'Ouest en particulier, avons pensé que nous avions réussi à ce très vieil objectif des sociétés européennes, qui date même du Moyen-Âge, qui était au fond d'éliminer la guerre de nos vies et des relations entre États. Et depuis la fin de la guerre froide, depuis cette période tournant 89-91 et la fin de l'URSS, le 26 décembre 91 exactement, nous avons pensé que vraiment, cette fois, nous y étions arrivés. Que nous avions tué la guerre de manière définitive en Europe. Et que d'ailleurs, parallèlement, la démocratie libérale allait s'imposer comme le seul régime possible, non seulement évidemment en Europe, mais dans le reste du monde. Cette illusion, les années 90 de ce point de vue, ont été celles de la grande illusion, de notre grande illusion. Et évidemment, il faut maintenant payer le prix de cette inconscience. Et c'est d'ailleurs le fondement de la construction européenne, cette idée. Totalement. La construction européenne, d'ailleurs, ne commence pas après 1945. Les premières grandes tentatives commencent dès la fin des années 20, début des années 30. Et curieusement, elles n'ont pas été... ce grand projet, ce projet magnifique, n'a pas été tué ni par la Deuxième Guerre mondiale, mais au contraire, évidemment, renforcé par elle. Et l'Union européenne, au fond, c'est sa base, disons, idéologique, au fond, c'est effectivement l'éradication définitive de la guerre, donc en Europe, qui avait été un espace extraordinairement belligène, à l'époque moderne, mais aussi, bien sûr, à l'époque contemporaine. L'Europe pensait en réaction à la guerre d'une certaine façon, mais pas pour la guerre. Et vous dites que ça explique d'ailleurs en partie l'échec de la défense européenne, précisément parce qu'elle n'est pas pensée pour la guerre. L'Europe a été faite pour autre chose.
pour justement autre chose que la guerre, autre chose qu'une armée européenne. Avec l'idée que les bienfaits du commerce Voilà. éloigneraient cet horizon-là. C'est la vieille illusion du XVIIIe siècle, l'illusion du doux commerce, l'illusion du doux commerce qui a d'ailleurs intoxiqué, si je puis dire, notre relation à la Russie, et notamment les relations de l'Allemagne avec la Russie. Nous avons vécu dans une illusion collective de longue durée, une très belle illusion certainement, et aujourd'hui évidemment cette illusion tombe et elle a beaucoup de mal à tomber. Nous avons beaucoup de mal, nos sociétés, la société française en particulier, a beaucoup de mal à y renoncer et c'est évidemment toute la difficulté du moment. Pourtant, des avertissements, il y en a eu depuis la chute de l'URSS et on a tendance à l'oublier, là encore, et toute votre réflexion tourne beaucoup autour de l'oubli, de la mémoire immédiate. Il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie. Ça aurait dû rester plus longtemps ? Oui. Nous sommes tous, de ce point de vue, je donne le leçon à personne, nous sommes tous coupables dans une certaine mesure de cette inconscience. Quand la Yougoslavie a explosé entre 91, 92 et 95, nous avons bien vu l'atrocité de cette guerre en Croatie et en Bosnie, mais ce que représentait ce conflit, c'est-à-dire le retour possible d'une guerre dans l'espace européen face à laquelle nous, Européens, resterions finalement globalement impuissants, cet avertissement redoutable qui se produisait avec Sarajevo à l'endroit où était née finalement l'étincelle de la Première Guerre mondiale, cet avertissement général en quelque sorte, nous ne l'avons pas entendu. On s'est dit voilà, finalement c'était un fruit empoisonné de l'effondrement des pays de l'Est, des pays de communistes de l'Europe orientale, un conflit interne à un État, mais nous n'avons pas pris comme avertissement pour nous-mêmes. Autre erreur que nous avons faite à nouveau collectivement, vous dites qu'on a cru pendant longtemps que c'est nous qui désignions l'ennemi et que si personne ne s'imposait, nous n'étions pas menacés. C'est la base du pacifisme. C'est la base du pacifisme. C'est un résumé étonnant d'un philosophe, un politiste, Julien Freund, qui, quand il soutient sa thèse en 1965 devant Raymond Aron, s'adresse à son ancien directeur de thèse et lui dit: comme tous les pacifistes, vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi. En d'autres termes, en cas de guerre, c'est de votre faute. C'est vous qui avez provoqué. Alors dit-il qu'au contraire, c'est l'ennemi qui vous désigne. Ceci résume parfaitement tout notre problème. Nous pensons qu'au fond, si nous ne désignons pas l'ennemi, l'ennemi ne nous désignera pas. Eh bien, pas du tout. Il nous désigne. Nous avons devant nous aujourd'hui, en Russie, un ennemi qui nous désigne. Je ne parle pas seulement de Vladimir Poutine lui-même, mais de son entourage aussi, qui tient à notre endroit, nous, les Européens, des discours d'une violence inouïe, d'une violence extrême. Eh bien, ces discours, nous les entendons, mais en même temps que nous les entendons, nous ne voulons pas les entendre, nous n'en tirons pas les conséquences. Et de quoi ils nous qualifient, les Russes, aujourd'hui ? Eh bien, nous sommes une société décadente. Et avec cette idée qu'on trouve chez un intellectuel redoutable, comme Karaganov, qu'il faut au fond guérir les Européens d'eux-mêmes, et les guérir comment ? Par la guerre. Par la guerre, et en particulier par l'avertissement atomique. En ouvrant la porte de l'arme atomique. Est-ce qu'on se rend compte de ce que l'on nous dit ? Est-ce qu'on veut bien le prendre en compte, l'écouter, le commenter et réagir ? Eh bien non. Je voudrais vous faire écouter une archive, elle dure quelques secondes. Elle a été tournée à Kiev il y a 4 ans. Stéphane Audouin-Ronzeau, on est en février 2022 à Kiev. Ce sont des images qui sont à la fois pleines de panache et qui sont bouleversantes. C'est une ville qui est vide et dans laquelle les haut-parleurs diffusent cet hymne ukrainien qui est splendide, qui a été écrit en 1863, qui dit entre autres choses « La chance nous sourira encore, jeunes frères ». Il y a 4 ans, quand le monde a découvert ces images, les propos de Vladimir Poutine, le lancement de cette invasion à grande échelle de l'Ukraine, on a été saisi d'effroi, on a été saisi aussi de surprise. Et c'est là une autre erreur originelle que vous défendez, celle de
de ne pas avoir vu, de ne pas avoir voulu voir la guerre qui venait. Oui, de ne pas avoir voulu voir, plus exactement. C'est la faute originelle, dont tout le reste dépend. C'est le type de faute collective, celle des politiques, celle des médias, celle des universitaires, celle des services de renseignement d'Europe occidentale, qui ont refusé d'admettre la possibilité d'une attaque russe, sous prétexte que cette attaque serait irrationnelle, que la Russie ferait une faute et que Vladimir Poutine, en acteur politique rationnel, ne commettrait pas cette faute. Pour un historien de la Grande Guerre, c'est là que ça fait absurde. tilt. Pardon ? C'est là que ça fait tilt dans votre C'est là que ça fait d'historien, tilt. parce que cet Pour argument moi, de la rationalité, exactement. vous le connaissez Parce que bien. je le connaissais bien en tant qu'historien de la Première Guerre mondiale, où des penseurs politiques voilà, tout à fait remarquables avant 14 disaient une guerre entre grandes puissances européennes serait absurde, puisque ces pays se feraient la guerre entre clients, se ruineraient les uns les autres. Donc il ne faut pas qu'un type de guerre comme ça a lieu, ce serait totalement irrationnel. Les dirigeants politiques de l'été 14, qui n'étaient pas des imbéciles, ont pris néanmoins la décision d'entrer en guerre, sans que cet argument de la rationalité ne les arrête à aucun moment. Eh bien, nous avons refait exactement la même erreur. Et nous l'avons fait tous ensemble. Et donc, faute d'avoir armé l'Ukraine suffisamment, donc avant l'attaque russe, l'Ukraine s'est trouvée dans une situation extrêmement difficile. La perte des territoires du Donbass a eu lieu dans les premiers jours de la guerre à cause de cette erreur. Et pourtant, là encore, des avertissements, il y en avait. Alors, il y avait les propos des services de renseignement américains, anglais. Il y a aussi des militaires en Europe qui travaillent dans le renseignement qui annonçaient cette guerre à venir. Il y avait ces bruits de bottes aux frontières. Il y avait les mots de Moscou, bien sûr. Et puis, avant, bien sûr, 2022, il y avait eu l'attaque en Géorgie en 2008, l'invasion de la Crimée en 2014, le soutien militaire russe à l'insurrection du Donbass. On a péché quoi par naïveté ? Le renseignement ne vaut que la capacité, au fond, des pouvoirs politiques, militaires et des opinions publiques à les intérioriser. Il faut être capable de voir ce que l'on voit. Nous n'avons pas voulu voir ce que nous voyions, qui était devant nos yeux, et qu'effectivement, le renseignement américain et le renseignement britannique étalaient jour après jour, et nous l'avons refusé. Le plus surprenant, c'est que l'Ukraine aussi l'a refusé. L'Ukraine, jusqu'au bout, a refusé de croire à une attaque russe. Et ça, c'est vraiment toute l'illusion. C'est toute l'illusion européenne. Cette illusion a été particulièrement puissante en Europe occidentale. Il faut dire et reconnaître que les pays d'Europe orientale, qui savaient à quoi s'en tenir sur la Russie, n'étaient pas du tout dans la même logique, mais eux non plus, nous ne les avons pas entendus. Et c'est ainsi que le président français Emmanuel Macron, qui a reconnu son erreur quelques mois après le début de l'invasion à grande échelle, s'est retrouvé dans cette image, bien sûr, qui, pour vous l'historien que vous êtes, sera dans les livres d'histoire si elle ne l'est pas déjà, cette immense table à laquelle l'avait assis Vladimir Poutine, où ils étaient éloignés de plusieurs mètres, et le président français, de penser qu'à ce moment-là, on pouvait discuter avec Vladimir Poutine. Oui, je crois que nous avons mené, le président de la République française au premier chef, mais il n'est pas le seul, une politique, ce qu'on appelait dans les années 30 une politique d'appeasement. Ça ne veut pas dire qu'il avait tort nécessairement d'essayer ? Ça dépend, parce que dans quelle mesure une politique d'appeasement constitue un encouragement. Et la politique d'appeasement franco-britannique, surtout britannique, dans les années 30 face à l'Allemagne nazie, a été un puissant encouragement au nazisme. Est-ce que vous pouvez développer pour ceux qui ne sont oui, pas bien sûr. nécessairement... Bien sûr. Dans les années 30, donc, et notamment au moment clé de la conférence de Munich de septembre 38, les puissances occidentales, qui évidemment avaient la mémoire de la Première Guerre mondiale, toutes les familles avaient expérimenté, si l'on peut dire, ce qu'était la guerre, se refusaient à tout nouveau conflit. On les comprend d'ailleurs très bien. Ils avaient des excuses de ce point de vue que nous n'avons pas. Et donc les chefs politiques, notamment français et britanniques, étaient deux grandes puissances, qui pouvaient faire face à l'Allemagne, ont pratiqué une politique donc d'apaisement vis-à-vis du nazisme, c'est-à-dire qu'on allait, au fond, par toute une série de concessions, désamorcer
au fond, désamorcer cette volonté de guerre allemande qui était en fait consubstantielle au régime nazi. Le nazisme, c'est un régime pour la guerre, mais nous ne voulons pas non plus le voir à ce moment-là. Les Britanniques en particulier ne veulent pas le voir. Et la conférence de Munich, c'est ce moment de concession catastrophique au nazisme, puisqu'on sacrifie à ce moment-là, en fait, la Tchécoslovaquie, dont la France était garante en particulier. Eh bien, nous recommençons à ce moment-là, avant le 24 février 2022, nous avons été assez proches d'une politique de ce genre, assez proches d'une politique de ce genre, avec cette idée que par la parole, eh bien, on pouvait, par l'échange d'arguments, de bonne foi, on pouvait désamorcer effectivement l'agressivité russe qui était bien perceptible depuis 2008, depuis la Géorgie, depuis la conquête sous fausse bannière de la Crimée, depuis l'insurrection du Donbass, effectivement, sans parler de l'intervention en 2015 dans la guerre de Syrie. Eh bien, l'idée, au fond, qu'il y avait effectivement deux corps de bataille qui se faisaient face, que s'il n'y avait pas d'incident, on pouvait peut-être désamorcer la tension. Eh bien, c'était une idée totalement fausse. Il est évident que Poutine avait bien en amont, quand, on ne le sait pas exactement, mais bien en amont, était entré dans une logique de guerre, dans le temps de guerre. Vous avez dit à l'instant que le nazisme était un régime pour la guerre, conçu pour la guerre. Est-ce que le poutinisme en est un aussi ? Évidemment, oui. En tout cas, il l'est devenu. On voit maintenant la logique des choses, depuis la Géorgie en 2008 jusqu'à l'Ukraine, en 2022, on voit bien que l'État russe s'organise pour la guerre. La part des dépenses nationales consacrées à la défense est immense. Les services secrets estoniens l'ont dit encore récemment. Le secteur militaro-industriel ne cesse de se renforcer. Donc c'est un État pour la guerre. C'est à cela. C'est cela qui nous désigne. Pourquoi il est important de revenir sur cette erreur originelle de n'avoir pas voulu voir la guerre qui venait et d'avoir tenté effectivement cette politique de l'apaisement qui n'a pas fonctionné? C'est parce que, vous l'avez dit brièvement, je voudrais qu'on s'y arrête, c'est que vous dites que tout s'est joué dans les premiers moments de la guerre. On se souvient, et j'entends les objections de certains qui diraient, et ils ont raison, qu'au moment du début du lancement de l'invasion, fin février 2022, Moscou pense que Kiev va tomber en 24 heures. Ça n'est pas arrivé. En revanche, ce que vous dites, c'est que les territoires qui sont perdus, on va y revenir aujourd'hui, ou qui semblent perdus, ils ont été perdus dans les premières semaines du conflit. Oui, heureusement, la Russie subit un échec tactique majeur lors de la tentative de prise de l'aéroport d'Hostomel. Et puis ensuite, son avancée est stoppée en des tas d'endroits. Les pertes sont énormes, notamment les pertes de matériel. Mais il n'empêche que dans l'Est, dans le Donbass, l'armée russe a avancé sans trouver de véritable résistance, et que ces malheureux territoires du Donbass qui ont aujourd'hui complètement dépeuplés, ruinés par la guerre. Et soumis à une russification à marche forcée. Voilà, exactement. Opprimés, littéralement, par l'occupant. Eh bien, ces territoires ont été perdus d'emblée. Et cela fait 4 ans que l'Ukraine, finalement, cherche soit à les reconquérir, comme elle l'a fait, comme elle l'a tenté dans la contre-offensive manquée de 2023, soit éviter de les perdre en totalité. Et donc, cette erreur originelle a eu un coût extraordinairement élevé. Ce coût n'est toujours pas, finalement, aujourd'hui soldé, en quelque sorte. Pour illustrer, il y a aussi un événement majeur qui s'est passé quelques semaines après le début de l'invasion à grande échelle et qui illustre, selon vous, notre rapport erroné avec la réalité de la guerre. C'est ce qui s'est passé à Boutcha, quelques semaines donc après le 24 février 2022, massacre de civils, dont vous rappelez d'ailleurs qu'il n'a pas eu lieu dans un moment où l'armée russe aurait été acculée, où elle aurait accumulé les pertes, même si le début de l'offensive a été très violent, mais très vite en fait. Et vous dites que, bien sûr, et c'est bien naturel et c'est bien humain, on a été saisi d'effroi par ce qui s'est passé à Boutcha, mais vous dites que le fait qu'on ait été étonné d'une certaine façon que ça arrive dit beaucoup de notre rapport collectif à ce que c'est que la guerre. Oui, tout ça finalement s'enchaîne assez logiquement. Vous le sentez bien. Effectivement, les atrocités de Boutcha sont des atrocités qui se sont produites d'emblée. En d'autres termes, l'envahisseur tient un langage, tient un langage de l'atrocité, le langage de la cruauté.
donc à la population ukrainienne. C'est un langage finalement politique. Nous sommes évidemment, nous les Européens, saisis d'effroi devant ce langage qui est tenu donc aux Ukrainiens. Mais à cet effroi s'ajoute, comme souvent dans le cas de l'effroi, s'ajoute la surprise. Or cette surprise, quand on y réfléchit, elle est inadmissible. Elle est inadmissible. Compte tenu de ce qu'avaient fait déjà depuis 2008 les Russes, ce qu'ils avaient fait en Syrie, nous savions que nous avions affaire à un régime d'une extraordinaire brutalité. Elle est moralement inadmissible. Elle est inadmissible, bien sûr. Oui, disons qu'elle signale notre inconscience. C'est en cela que je dis qu'elle est Nous avions espéré, vous dites, que la Russie respecte les règles de la guerre. Voilà, nous l'espérons toujours. Mais d'abord, nous avons l'expérience de l'expérience des guerres en Europe, où depuis le XXe siècle, la pointe de la violence de guerre se déplace toujours, à un moment ou à un autre, voire d'emblée, vers les populations civiles, parce que les populations civiles sont considérées comme ennemies au même titre que ceux qui portent les armes. C'est la grande nouveauté du XXe siècle. L'a-t-on oublié ? L'a-t-on oublié ? Et comment pouvait-on imaginer qu'un régime politiquement aussi brutal que le régime russe actuel allait, au fond, se dominer, en quelque sorte, dominer les... S'empêcher, comme dit Camus. Voilà, s'empêcher, comme disait Camus, effectivement. Un homme, ça s'empêche, dit Camus. S'empêcher de tenir le langage de la cruauté. Qu'est-ce que l'on croyait ? Franchement, qu'est-ce que l'on croyait ? Eh bien, on y croyait. Et nous voilà, 4 ans plus tard, on voyait à l'instant le visage très marqué de Volodymyr Zelensky quand il s'était déplacé à Boutcha, quelques semaines après les massacres. Ce même Volodymyr Zelensky qui est toujours là, après 4 ans de guerre. Voilà, on voit cette photo de lui, et c'est vrai que ce visage avait là encore fait le tour du monde. Voilà ce qu'il a dit, c'était vendredi, à nos confrères de l'AFP. On ne peut pas dire que nous sommes en train de perdre la guerre. Franchement, nous ne sommes certainement pas en train de la perdre. La question est de savoir si nous allons gagner. Oui, c'est la question, mais c'est une question très coûteuse. C'est pourquoi notre proposition est la suivante. Restons-en là où nous en sommes, un cessez-le-feu, puis nous entamerons le dialogue, et ensuite nous verrons. Voilà, on ne peut pas dire que nous perdons la guerre. Heureusement que le chef de l'État ukrainien ne dit pas « nous sommes en train de perdre la guerre ». Ce serait évidemment tout à fait inadmissible. Mais nous pouvons avoir une analyse différente. On voit bien l'aspect assez spécieux de l'argumentaire. Le problème, c'est savoir si on peut la gagner. Et au fond, arrêtons-nous là, et un cessez-le-feu, et puis on verra plus tard. Mais un cessez-le-feu sur les lignes actuelles, c'est la perte par l'Ukraine de 20% de son territoire. Donc elle a perdu cette guerre ? Dans un premier temps, et sur un plan tactique, un pays qui perd 20% de son territoire est un pays qui perd la guerre. Si la France, en 1918, avait signé un cessez-le-feu au printemps 1918, au moment de l'extension maximale de l'avancée allemande, bien, elle aurait perdu à peu près 10% de son territoire. Je ne vois pas comment on aurait pu dire que la France avait gagné la guerre. Mais il est intéressant, cet exemple du printemps 1918, car, me semble-t-il, après le printemps 1918, il y a eu ce qu'on appelle des game changers. Il y a eu les tanks, il y a eu l'entrée l'arrivée sur le champ de bataille des Américains, qui change complètement la donne. Donc ça n'était pas perdu, sauf mais que là... Quels sont les game changers existants, sur lesquels on peut compter aujourd'hui pour une victoire ukrainienne? On voit bien qu'ils n'existent pas. Mais attention, d'abord je voudrais dire, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que j'ai toujours été un fervent partisan de l'Ukraine dans cette guerre, et que je le reste absolument. Deuxièmement, il est très important, bien sûr, de donner à l'Ukraine tous les moyens de continuer à résister le plus possible. Troisièmement, si on devait signer actuellement, vous voyez, là, un traité de paix ou un accord de paix qui prive l'Ukraine du Donbass, il aurait évidemment tactiquement perdu la guerre. Ça ne veut pas dire que la Russie la gagne. Ça ne veut pas dire que la Russie ait gagné la guerre sur le plan stratégique. Elle la gagne sur le plan tactique, sans doute, mais ses objectifs stratégiques, c'est-à-dire ses objectifs politiques, sont... elle ne les a qui pas... était notamment de dénazifier l'Ukraine. Voilà, la dénazification. En fait, la soumission complète la vassalisation de l'Ukraine, qui est l'objectif central de la Russie, ne serait pas atteint. Et donc, en fait, compte tenu du coût de la guerre, on pourrait dire que la Russie aussi perd la guerre. Mais donc personne ne gagne, personne ne perd. Comme très souvent dans les grandes guerres. Comme très souvent dans les grandes guerres, où on se rend compte, mais après coup, qu'il n'y a que des vaincus.
après la Première Guerre mondiale, il n'y avait que des vaincus. Il y avait des vainqueurs formels et des perdants formels, mais à plus long terme, il n'y avait que des vaincus. Eh bien, on pourrait se retrouver dans une situation comme celle-ci, dans le cas de l'Ukraine. Et il faut absolument, évidemment, que l'Ukraine continue d'être défendue, aidée et armée pour infliger, sinon une défaite tactique qui paraît hors de portée dans l'état actuel des choses, une défaite tactique à la Russie, au moins une défaite stratégique à moyen ou long terme dont nous avons absolument tous, ici en Europe, besoin. Ça aurait pu se passer différemment. Et c'est là qu'on en revient à la responsabilité, en tout cas à celle que vous démontrez des Européens. On peut parler d'un moment important de cette guerre qui a été la contre-offensive ukrainienne, printemps-été 2023. Vous citez le général français Vincent Desportes, ex-directeur de l'école de guerre, qui raconte à ce moment-là que si on avait mis les moyens, 30 à 40 fois plus de moyens militaires, le scénario de la guerre aurait pu être différent. Oui, il y a plusieurs. Effectivement, nous avons tous, et ça fait partie de notre déni de guerre. Nous avons tous espéré, et moi le premier, en 2023, au printemps 2023, que la contre-offensive ukrainienne donc pourrait réussir et repousser donc le corps de bataille russe des terres d'Ukraine et notamment du Donbass. Mais pour cela, il aurait fallu que nous armions l'Ukraine et nous l'avons certes. Les Européens, les Américains ont aidé l'Ukraine. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, on a livré beaucoup d'armements, mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Et pourquoi Alors, c'est la grande question. Il me semble que, au fond, tout se passe comme si. Je dis bien tout se passe comme si. Nous avons fait en sorte que l'Ukraine ne perde pas la guerre, mais nous avons forcé l'Ukraine à se battre avec une main attachée dans le dos. Nous avons livré les matériels que nous avons livrés, nous les avons livrés trop tard et en trop petite quantité, et en outre avec des limitations d'utilisation, notamment dans le cas des missiles à longue portée. Et donc, en fait, l'Ukraine a pu faire face. En situation défensive, dans une guerre de position, la défensive a un énorme avantage sur l'offensive, ce qui a permis à l'Ukraine de tenir face à un corps de bataille russe beaucoup plus puissant, beaucoup plus nombreux, beaucoup plus équipé. Mais l'Ukraine n'a pas pu donc renverser le sort de la guerre comme nous l'espérions, et l'offensive de 2023, effectivement, a échoué. Est-ce qu'on a été englué aussi, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, dans cette question, ce risque de la co-belligérance et du discours de Moscou qui disait au bout d'un moment, si le curseur va trop sur le soutien à l'Ukraine, eh bien je considérais, moi, Vladimir Poutine, que vous êtes en guerre contre nous. Est-ce que ça a joué ? Oui, sans doute. Sans doute, et ça a joué, je pense que les opinions publiques aussi, il ne faut pas seulement incriminer les dirigeants sont liés à leurs opinions publiques en démocratie, et les opinions publiques étaient foncièrement, et je crois le reste, hostiles à toute participation directe au conflit. Le problème, c'est que vous voyez, c'est la fameuse phrase de Churchill, d'ailleurs un peu modifiée par l'histoire. On a voulu, on a accepté le déshonneur pour éviter la guerre, et finalement on aura la guerre et le déshonneur. Eh bien, nous sommes dans une situation qui n'est peut-être pas si différente que cela. Nous avons effectivement voulu éviter la guerre, en tout cas une forme de co-belligérance qui aurait, à mon avis, au prix d'une certaine forme de déshonneur, et nous pourrions, à terme, avoir les deux. On va y venir. Quand Volodymyr Zelensky secoue les Européens, quand il leur fait des reproches, vous dites qu'il n'a pas tout à fait tort. On va écouter ce qu'il disait il y a quelques semaines au moment du forum de Davos. Trop souvent, les Européens se divisent. Dirigeants, partis, mouvements et communautés, au lieu de s'unir pour stopper la Russie qui sème la destruction partout. Au lieu de devenir une véritable puissance mondiale, l'Europe demeure un kaléidoscope magnifique, mais fragmenté de petites et moyennes puissances. Au lieu de prendre l'initiative de défendre la liberté dans le monde, surtout lorsque l'attention des États-Unis se porte ailleurs, l'Europe semble perdue, tentant de convaincre le président américain de changer. Mais il ne changera pas.
En substance, ce sont des mots très forts de la part de quelqu'un qui a reçu le soutien des Européens pendant des années, C'est qui est des mots accusé, bouleversants même, bouleversants. qui a été accusé, on s'en souvient bien sûr lors de cette scène d'humiliation en Modovision, de ne pas avoir suffisamment de gratitude. Il a raison d'avoir des mots comme ça. Absolument. En fait, le président Zelensky, qui se sera révélé un chef politique de la guerre absolument remarquable. Souvent, la guerre révèle des leaders insoupçonnés auparavant. Un ancien comique, faut-il le rappeler. Exactement. Eh bien, au fond, nous présente à nous, Européens, ce que j'appellerais l'addition. Il nous présente l'addition. C'est-à-dire, au fond, maintenant, il ne se paye plus de mots. Il nous dit frontalement, au fond, l'ampleur de notre incurie. Incurie initiale, on en a parlé, incurie pendant les 4 années de guerre. Songeons que nous en sommes à tenter de voter au niveau européen le 20e paquet de sanctions. Il aura fallu 4 ans pour arriver à un 20e paquet de sanctions. Il n'est pas certain d'ailleurs qu'il puisse être adopté. Nous sommes entrés en quelque sorte en guerre, entre guillemets, du côté de l'Ukraine de manière extrêmement progressive, extrêmement pusillanime, et au fond, nous restons dans cet état d'esprit. Vous dites qu'on ne comprend pas cette guerre parce qu'on ne comprend pas comment on fait la guerre. Vous disiez tout à l'heure qu'on a tous oublié que la guerre aujourd'hui se joue autant entre militaires que contre les civils. La guerre dans le Donbass est une guerre de position, en partie, et vous, le spécialiste de la Première Guerre mondiale, vous le savez mieux que nous, et que c'est parce que c'est une guerre de position que la défaite, précisément, peut rester longtemps invisible. Et là, ça nous ramène à 1918. Oui, les guerres de position ne sont pas très nombreuses au XXe siècle. Il y en a 3. Il y a la Première Guerre mondiale, en tout cas une partie de la période, surtout sur le front ouest, mais aussi sur les autres fronts très largement. Il y a la guerre Iran-Irak de 80 à 88, qui surtout à partir de 82 s'enlise. Et puis il y a la guerre d'Ukraine. Donc on n'a pas beaucoup de modèles sur lesquels réfléchir. Et la caractéristique d'une guerre de position, c'est d'abord qu'elle est longue. Elle est longue parce que les protagonistes ont les plus grandes difficultés à briser le dispositif adverse. D'ailleurs, dans le Donbass, elle a commencé en 2014. Voilà, exactement. C'est l'usure progressive. Au fond, une guerre de position, c'est un siège réciproque. Mais un siège où les murs sont les tranchées, sont les positions enterrées dans le sol, de plus en plus profondément enterrées dans le sol, dans le cas du front russo-ukrainien. C'est donc une guerre où on s'assiège mutuellement sur, là en l'occurrence, 1200 kilomètres. Voilà la situation. Et l'attaquant, aujourd'hui, donc la Russie presque partout, l'attaquant a besoin, pour pouvoir espérer briser les défenses adverses, d'une supériorité en hommes et en matériel écrasante. Ce qui permet à l'Ukraine, jusqu'ici, de tenir. Et heureusement, et pourvu que cela continue. Voilà, c'est ça la situation. Mais on pourrait tout à fait imaginer une situation de l'Ukraine qui ressemble à celle de l'Allemagne, si vous voulez, à la fin du mois de septembre 1918, qui est que, au fond, en septembre 18, l'Allemagne a perdu la guerre, mais elle ne le sait pas. L'état-major le sait, bien sûr. Mais le pouvoir politique le découvre, stupéfait, et l'opinion publique allemande, pas du tout. L'Allemagne tient encore, les lignes allemandes reculent, mais inflige des pertes terribles aux forces alliées qui sont à l'offensive. Elle tient encore toute la Belgique, des portions de la ville de Lille. Enfin, oui, et pourtant, l'Allemagne a perdu la guerre, et elle l'a perdue bien en amont. Elle l'a perdue dès l'été 18, voire dès le début de l'année 17. Donc, une situation comme celle-ci pourrait, au fond, advenir dans le cas de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver devant une défaite tactique, uniquement tactique, masquée, et qui, pour l'instant, ne s'est pas révélée encore. On a vu ces derniers jours des comparaisons entre le Donbass et Verdun. Oui, c'est pas comparaison tout à des fait la même paraisons, chose, surtout en histoire. Oui, le front, guerre de position, oui, mais pas la même que celle de 14, surtout depuis que la révolution des drones s'est imposée au cours de l'année passée, en 2025. Et on l'a vu dans le sujet à Kramatorsk. On a un front beaucoup plus large, beaucoup plus distendu, par
Et il n'y a pas cette densité, cette intensité qu'il y avait évidemment dans la guerre de position française. C'est pas tout à fait la même chose, mais néanmoins, ce que l'on voit, c'est que les Russes subissent aujourd'hui des pertes par jour qui, si les chiffres qu'on nous donne sont exacts, sont ceux des grandes puissances européennes pendant la Première Guerre mondiale, ce qui est évidemment extrêmement impressionnant. Vous connaissez, Stéphane Audouin-Rousseau, la force des mots. Vous savez que votre texte, évidemment, qui démontre donc non seulement que l'Ukraine a perdu la guerre de la façon dont vous l'avez expliqué et la responsabilité des Européens. Vous savez que ces propos peuvent vous prêter le flanc à ce qu'on voit en vous, une espèce de fétiste coupable, voire de faire le jeu de la Russie. La réaction que peut susciter des propos comme ceux que vous avez me fait penser à celle qu'a suscité les propos du chef d'état-major des armées il y a quelques mois. On va l'écouter. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. On avait accusé à l'époque, en novembre dernier, c'était il n'y a pas si longtemps, le chef d'état-major des armées d'être un va-t-en-guerre pessimiste. Oui, c'est facile. Celui qui parle de la guerre, compte tenu de la configuration culturelle dans laquelle nous sommes, de une guerre, celui qui parle de la guerre, celui qui parle de son éventualité, comme l'a fait le chef d'état-major, avec ce que ça implique évidemment de souffrance collective inévitable à la vie, bien celui qui parle de la guerre peut être facilement accusé de l'annoncer, voire et même de la vouloir. C'est un de nos mécanismes de défense les plus fondamentaux, sans doute, face à ceux qui annoncent les mauvaises nouvelles. On vous traite facilement de Cassandre. Le problème, c'est que Cassandre, je tiens à le rappeler, dans l'Antiquité, avait raison. L'état-major allemand, ces dernières semaines, évoque un calendrier qui fait froid dans le dos, qu'on aimerait bien ne pas avoir à regarder ni à commenter. Une guerre ouverte avec la Russie à l'horizon 2029. C'est dans 3 ans. Oui, c'est ce qui est frappant. Évidemment, je n'ai aucun renseignement particulier. Je suis un simple historien. Mais ce qui est frappant quand on regarde les déclarations, c'est que depuis l'automne, le délai qui est donné par les militaires, les politiques pour envisager un conflit éventuel entre l'OTAN et la Russie se raccourcit. On était parti de 5 ans, on arrive plutôt à 2-3 ans maintenant. Donc évidemment, ça fait effectivement, comme vous le dites, froid dans le dos. Et effectivement, on voit que le lieutenant général logisticien de la Bundeswehr dit des choses étonnantes en disant que l'Allemagne lui doit préparer l'Allemagne comme un hub dans lequel convergeraient les armées de l'OTAN en cas de conflit donc avec la Russie, et qu'il doit se préparer d'autre part, disait-il, c'est une déclaration relativement récente, à accueillir en Allemagne 1000 blessés par jour. 1000 blessés par jour, là où les hôpitaux militaires allemands ne peuvent en accueillir en tout que 1800. En d'autres termes, ces structures hospitalières seraient débordées en 2 jours. Et donc, ces chiffres sont inouïs. Et le fait simplement que de telles éventualités soient envisagées, évidemment, c'est extraordinairement impressionnant. On voit qu'on est en train de passer d'un temps dans un autre. Un temps qui était le temps pacifié pour toujours, auquel nous croyions depuis les années 90, dans un temps autre qui, au fond, est un temps d'avant-guerre. C'est ça dont il est question ici. Et évidemment, nous avons énormément de mal à accepter ce basculement d'un temps dans un autre. Mais parce qu'on en revient toujours, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, à l'argument de la rationalité. Est-ce qu'il est plus ou moins rationnel d'attaquer l'Ukraine en 2022 que l'Europe en 2029 ? Exactement. C'est exactement la même question qui se pose à nous. Est-ce que nous accepterons l'irrationalité d'une attaque russe, par exemple, contre les pays baltes? Est-ce que cette attaque complètement irrationnelle, en effet, nous
nous en accepterons l'éventualité à l'avance? Est-ce que nous y préparons? C'est toute la question. Les États baltes, eux, on le sait, s'y préparent très activement. Sauf que, Stéphane Audouin-Rousseau, vous êtes de ceux qui avaient défini le concept de consentement patriotique pour expliquer comment les populations européennes et les troupes avaient massivement soutenu l'effort pendant la Première Guerre mondiale, sans qu'il y ait, en dépit bien sûr des mutineries de 2017, vous le savez, de 1917, sans qu'il y ait en réalité de grands mouvements de révolte. Les temps ont changé. Quel pourrait être le consentement des opinions publiques aujourd'hui à cette guerre-là? Elle est abyssale, cette question. C'est une chose que nous ne pouvons pas savoir. A priori, compte tenu de ce que sont nos sociétés, on se dit, et de leurs réactions, des réactions qu'on peut percevoir aujourd'hui à cette militarisation, finalement, c'est ça dont il s'agit, et à ce basculement d'un temps pacifié vers un temps d'avant-guerre, en tout cas d'avant-guerre potentielle. Ce que l'on se dit de l'état de nos sociétés, c'est que, bon, elles n'accepteront jamais d'entrer dans un temps nouveau et dans ce qui serait un temps de guerre. Mais nous n'en savons strictement rien. Beaucoup de contemporains avant 1914 étaient persuadés que jamais la société française ne serait capable de supporter le choc d'une guerre avec l'Allemagne. Et le démenti a été cinglant, et il a été cinglant dès les premiers jours du mois d'août 14. Donc, en fait, nous ne savons pas. Et nous ne savons pas pour une raison simple, c'est que le temps de guerre nous modifie. Le temps de guerre modifie les acteurs sociaux, leur manière de penser, d'agir, de se comporter, et nous ne savons pas, et nous ne pouvons pas savoir, nous n'avons aucun moyen de savoir comment une société comme la nôtre, comment les sociétés d'Europe occidentale en général réagiraient. Donc si par malheur ce basculement dont je parle se produisait. Vigilance. Merci infiniment d'être venu ce matin sur ce plateau, Stéphane Audouin-Rousseau, notre déni de guerre au seuil, 60 pages, dans lequel vous racontez comment on en arrive à ce moment que vous qualifiez d'avant-guerre. Merci infiniment. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve juste après la pause.